le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, je reçois Sophie Morgan. Elle vient témoigner d'un parcours marqué par des violences sexuelles subies à différents âges dans différents contextes. Un camarade de classe, un compagnon, un thérapeute, 3 auteurs, 3 formes de violence et toujours le même impact. Profond, durable, invisible aux yeux de beaucoup. Enfant, elle parle. Elle ose dire ce qu'elle subit. Mais la directrice de l'école décide que non, ce n'est pas si grave, que ce ne sont que des jeux de touche-pipi entre enfants, comme on l'entend très souvent dans ce genre d'histoire. Et c'est précisément cette réponse-là, cette façon de nier la gravité qui va conditionner la suite. Parce qu'on n'apprend pas forcément à se taire, mais à intégrer que la violence, ce n'est peut-être pas si grave, que c'est flou, que l'amour peut faire mal. Alors plus tard, quand elle est sous emprise, sous contrôle coercitif, victime de violences sexistes et sexuelles dans une relation de couple, ou victime d'un viol commis par un thérapeute, tout ça s'inscrit dans la continuité. Le cerveau connaît déjà le script. Sophie Morgan revient sur les conséquences de tout ça. Les troubles anxieux, les troubles du sommeil, les TCA, la peur du contact, la dissociation. Elle partage ce qui pour elle a représenté un espace de respiration, un outil de survie, l'écriture. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Sophie Morgan. Bonjour Romane. Comment tu vas? Je vais bien, merci, et toi? Ça va, je suis contente de te recevoir enfin sur le podcast. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour qu'on puisse enregistrer toutes les deux. En effet, et je te remercie grandement pour cette invitation. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je suis autrice, poétesse. J'ai notamment publié un livre aux éditions Les Bonnes Feuilles qui s'appelle Nos corps souverains. Je suis aussi Bravo. Merci beaucoup. Je suis aussi accompagnante en bien-être menstruel et professeure de chinois. Vraiment une triple casquette. Absolument, j'aime bien explorer différents univers. Polyvalente. C'est ça. En quoi c'était important pour toi de venir témoigner aujourd'hui? Alors, je suis survivante de violences sexuelles commises par différentes personnes et des violences qui s'étalent sur une période de 20 ans. Les faits les plus marquants, en tout cas pour moi, ce sont les violences que j'ai subies dans l'enfance par un autre mineur. Quelque chose qui existe et dont on parle beaucoup trop peu, malheureusement. Aussi des violences conjugales à 20 ans et un viol commis par un thérapeute lors d'une séance à 23 ans. Ok. Aujourd'hui, je suis sur un chemin de reconstruction, de réappropriation de mon corps, de mon intime et de mon histoire. Et dans ce contexte, la parole est très importante pour moi. Je me suis tue littéralement pendant de très très nombreuses années. Et aujourd'hui, c'est très important pour moi déjà de pouvoir me dire, pour me libérer de ce poids-là, mais aussi de pouvoir aider d'autres personnes victimes, survivantes, pour qu'elles ne se sentent pas seules finalement. Ouais. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de mon premier recueil de poésie Nos corps souverains, puisque ça parle de réappropriation du corps post-violence sexuelle. Donc voilà, c'est vraiment dans le même élan aussi que j'écris des livres aujourd'hui. Je te propose qu'on aille peut-être au tout début finalement de ces violences. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vécu quand tu étais enfant du coup? Alors quand j'étais enfant, c'est des violences que j'ai vécues dans le cadre de l'école, par un autre enfant à l'école. Euh, Est-ce que tu en as parlé tout de suite? T'avais quel âge à l'époque? La première Si fois, tu veux en j'avais... parler, si tu t'en souviens surtout, parce que je sais que des fois ça peut être flou. Oui, effectivement. Alors moi, de ces violences-là, je n'ai pas eu d'amnésie traumatique. Ok. J'ai vraiment plutôt fait de l'hypermnésie.
Donc D'accord. vraiment les souvenirs qui sont hyper Ouais, clairs, figés. très présent. Ouais, voilà, tout à fait. Donc la première fois, j'avais 4 ans et j'en ai parlé quasiment tout de suite à ma mère qui Ok. en a parlé à la directrice de l'école. Et la directrice de l'école a répondu à ma mère que ce n'était que des jeux d'enfants, que c'était que du touche-pipi et que Ouais, c'est ce que voilà. j'allais dire, c'est souvent l'excuse, le saint Et graal de l'excuse, quoi. C'est des enfants, ils jouent à touche-pipi, sauf que bah non, pas du tout. exactement. Ça a été totalement invisibilisé par cette directrice Ouais, d'école. Je lui en veux beaucoup d'ailleurs aujourd'hui. bah oui, je comprends. Et ensuite, il y a eu un temps, entre guillemets, de pause, hein, si on peut appeler ça comme ça. Et puis ça a repris pendant 2 ans, entre mes 9 et mes 11 ans, par ce même enfant, dans cette même Ouais, j'avais école. posé la question, toujours la même personne Ouais, qui... toujours la même personne. Et du coup, euh, cette fois-ci, je n'ai pas réussi à en parler. Déjà, j'avais beaucoup trop honte. Et puis, il y avait aussi ce blocage de bah, la première fois, j'en ai parlé. Et Bah je n'ai oui, pas été entendue, je n'ai pas été aidée, je n'ai pas été secourue. Alors, je ne parle pas de ma mère, hein, je parle vraiment de la oui. directrice de l'école. Et du coup, la deuxième fois, c'était impossible pour moi d'en parler. C'était totalement impossible. Et j'ai gardé ce secret-là. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le nommais. C'était mon secret. Je l'ai gardé jusqu'à mes 16 ans. Ok. Oui, mais de toute façon, c'était... Enfin, comme tu le dis, hein, c'était impossible d'en reparler, puisque de toute façon, la première fois que t'en as parlé, on t'a dit, bah, c'est pas grave, en fait. Donc tu Totalement. finis par l'intégrer et te dire, bon, bah, de toute façon, puisque soit on me croit pas, soit c'est pas grave. C'est ça, j'avais perdu confiance en la capacité des adultes de me venir en aide. Bah oui. Ça a commencé à avoir des conséquences sur toi, tout ça, à Alors cette oui, époque-là? ça a eu des conséquences, mais que à cette époque-là, je n'ai pas rattaché aux Oui, violences. C'est maintenant, aujourd'hui, en relisant mon histoire, je me dis, mais en fait, il y avait un lien qui était oui. là, qui était évident, mais j'étais trop jeune pour le voir et pour le comprendre. De toute façon, c'est Euh, tout un continuum finalement dans ton histoire perso, j'ai l'impression, avec les violences dans l'enfance, dans le couple, par un thérapeute, ça part vraiment, enfin dans tous les cas, de toute façon, j'ai l'impression qu'on part toujours du fait que de toute façon, on n'a pas été écouté au départ, qu'on n'a pas été cru, entre guillemets, et qu'après, finalement, on intègre que bah, c'est pas grave, c'est du touche-pipi, c'est ceci, c'est cela, et que ça ouvre carrément la porte à toutes les autres agressions, entre Absolument. guillemets. Oui, tout à fait. Par rapport à ça, justement, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une banalisation de la Ouais, violence, totalement. La violence est devenue normale et aussi un mélange entre le soin, slash l'amour et la violence. ok, Parce qu'en fait, cet enfant arrêtait pas de dire que, il prenait soin de moi en faisant ça. d'accord. C'était aussi une époque où, en dehors de ces violences-là par cet enfant, je vivais du harcèlement scolaire, j'étais très seule, j'avais pas d'amis. Et du coup, il disait, bah, tu vois, t'es toute seule, moi je suis là, moi je m'occupe de toi, en étant violent par Hmm, ailleurs avec toi. Donc, il y a vraiment eu un mélange dans ma construction en tant qu'enfant de, bah, finalement, le soin, l'amour, ça se mélange avec la violence. Et du ouais. coup, plus tard, ça va être beaucoup plus difficile pour moi, notamment dans les relations de couple, de distinguer qu'est-ce qui est du véritable amour et du coup sans Ouais, violence, qu'est-ce qui est sain, une de qu'est-ce qui ne relation l'est pas, normale entre guillemets, ouais. c'est ça, et qu'est-ce qui relève de la violence. C'était totalement flou en fait pour moi. Et il y avait aussi cet aspect de, pour moi, je ne suis qu'un objet sexuel. Hmm, Je trouve ça assez violent maintenant quand je me l'entends oui, dire, mais c'était vraiment comme ça que je me considérais et pendant très longtemps, jusqu'à, je dirais, un suivi psy que j'ai eu, je devais avoir 22 ans, quelque chose comme ouais. ça, où le thérapeute me disait, mais en fait, tu es un sujet, tu n'es pas un objet. Dans ton discours, je sens quelque chose de l'ordre de l'objet et non du sujet. Ouais. Et je me souviens de lui répondre, mais absolument, entre guillemets, naïvement, mais oui, mais je suis un objet. Je suis un objet sexuel au service du plaisir des hommes. Et c'était tellement intégré en moi qu'il a fallu énormément de temps pour déconstruire tout ça. Euh, donc ça a vraiment été un des premiers effets Ouais. qui ensuite va permettre, entre guillemets, comme tu le dis, un continuum dans les Oui, c'est ça. violences, puisqu'il n'y a plus, je dirais, de garde-fou finalement pour se protéger des violences suivantes. Hmm, Et puis, en termes de conséquences plus physiques immédiates, j'ai perdu ma voix. ok. Après
les violences à l'école quand j'avais 10 ans, c'est-à-dire que je faisais partie d'une chorale, j'aimais beaucoup chanter. Et puis un jour, mon professeur de chorale me prend à part, me demande de chanter des notes avec le piano. Et là, je me rends compte qu'en fait, les graves, ça passe encore, mais les aigus, il n'y a plus de son qui sort. Ouais. C'est vraiment, c'est pas je chante juste ou je chante faux, c'est il n'y a plus de Ouais, il son n'y a qui plus de sort. voix, ouais. Et donc, je pouvais plus chanter. Et même parler, je perdais très souvent ma voix. J'ai dû faire des séances avec une phoniatre parce qu'en fait, je perdais ma voix. Et aujourd'hui, je fais vraiment un lien avec ça de, bah oui, finalement, je ne peux pas parler, j'étais murée dans Bah le oui. silence, Mmh. à tel point que ma voix en a disparu. Ce que tu disais tout à l'heure, tu t'es tue. Exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et il y a aussi les troubles anxieux qui ont commencé à cette période-là, mais qui n'étaient pas identifiés encore comme tels. Ouais. C'est-à-dire que je rentrais chez moi le soir, tous les soirs, j'avais la nausée. Et pendant des années, j'ai été sous médicaments, des médicaments qu'on donne pour des troubles gastriques, ce genre de choses. Ouais. Aujourd'hui, je me fais la remarque, non mais en fait, c'était juste tout le dégoût de ce qui se passait la journée à l'école Oui, qui bah ouais. ressortait le Mmh. soir en nausée à la maison, tout simplement. Ouais, ouais. Mais pareil, je faisais pas forcément lien, j'avais beaucoup d'angoisse avant d'aller dormir, j'avais peur de me retrouver toute seule dans le noir pour dormir, enfin, ouais, plein de petites choses comme ça, qui étaient analysées séparément à l'époque, Ouais. et pas comme un ensemble. Voilà. Oui, de toute façon, c'est difficile quand on est en plein dedans de conscientiser, de faire le lien. C'est vraiment avec la prise de recul que tu as aujourd'hui, puis le suivi aussi que tu as eu après, qui te permet justement de te dire que c'est à ce moment-là que ça a commencé et que les conséquences se sont révélées. Tout à fait. Et du coup, par la suite, est-ce que tu peux revenir peut-être sur cette personne, ou peut-être ces personnes, je sais pas si tu as vécu plusieurs violences conjugales, enfin dans plusieurs relations du moins, ou Alors, si t'es qu'avec une personne. il y a eu plusieurs relations où il y avait un peu de violence qui s'immisçait dans la relation. Ouais. Mais comme je te disais, parce que je n'arrivais plus à faire la Bah oui, différence c'est ça. entre l'amour et la violence. Mais ensuite, c'est vraiment une relation dont il est question à mes 20 ans. Donc, je vivais à Taïwan. J'étais en échange universitaire. Et j'ai été en couple pendant 2 ans avec un Taïwanais. Et pendant ces 2 ans, on a vécu 1 an ensemble. Ok. Et c'est vraiment quand on a commencé à vivre ensemble que là, il y a eu des violences qui se sont installées, des violences verbales, des violences psychologiques et des violences sexuelles. Avant ça, t'avais l'impression qu'il parce que je te pose la question parce que je sais que c'est justement souvent au moment de l'emménagement qu'en fait il y a vraiment ce switch qui se met en place et où on se dit mais c'est pas du tout la personne que je connais et qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi il réagit comme ça alors que souvent ils sont très hyper gentils, enfin tu vois, ils sont parfaits en fait, ils renvoient cette image de perfection. Oui, totalement. C'est exactement C'était ce qui ça s'est passé encore, ouais. pour moi. La première année, c'était vraiment le petit copain parfait, hyper gentil, aux petits soins, très attentionné tout le temps. Je me souviens, même mes copines à la fac qui étaient entre guillemets jalouses, parce qu'elles me Ouais. disaient, t'as un copain tellement attentionné, tellement gentil, j'aimerais bien que Vraiment pour le... les autres, vous êtes le petit couple parfait. C'est ça. C'est Hmm. ça. J'aimerais bien que mon copain fasse ne serait-ce qu'un quart de ce que ton copain fait pour toi. Enfin, voilà, Ouais. c'était vraiment le... Vraiment idéalisé. C'est ça, le petit ami idéal aux petits soins. Et quand on emménage ensemble, je dirais, il se passe peut-être 2 semaines, 2, 3 semaines max avant que les violences commencent. Donc c'est très très rapide. Et là, d'un coup, c'est plus la même personne. Ouais. Et du coup, c'est hyper compliqué pour moi de réaliser, de me dire, attends, il se passe quoi là? Comment ça se fait qu'il y a un changement Ouais. aussi brutal comme ça? C'est très très compliqué. Ça a commencé vraiment par les violences psychologiques ou tout de suite il a été dans Euh, tout type de violence? alors non, c'était vraiment, je dirais, tout en même temps. Tout en même temps, ouais. Ouais, parce que les violences sexuelles ont commencé très peu de temps après qu'on emménage ensemble. Ce que je te disais, peut-être 2, 3 semaines, c'était c'était très très rapide. Ouais. Et puis bah, avec aujourd'hui, il y a ce terme qu'on utilise de contrôle coercitif Ouais. et que je trouve vraiment pertinent pour analyser en fait la situation, puisque c'est plein de petits faits qui pris séparément, on a du mal à comprendre ce qui se passe, mais quand C'est on les ça. voit à la lumière de l'ensemble, on se dit ok, là vraiment,
C'est vraiment un phénomène de préparation en fait à ce qui va se passer par la suite. C'est pour vraiment te mettre sous pression et te contrôler complètement par la suite, quoi. Exactement. Et alors, tu vois, l'exemple, c'est le premier jour où je suis arrivée. Enfin, le premier jour, du coup, on a emménagé ensemble. Ouais, Je m'habille pour sortir. Et il me dit, ah non, tu changes de haut. Ce haut est trop décolleté. ouais, d'accord. C'est entre guillemets- sur le moment, j'ai pas réagi. Mais finalement, il y avait une base dans ce Oui, tout petit commentaire qui était déjà posé. Ensuite, les violences sexuelles vont arriver très rapidement. Le chantage sexuel, il est pratiquement quotidien. ouais. C'est si tu me donnes pas ce que je veux, je me mets dans des colères noires où je casse tout dans la maison. Il a même cassé une porte un jour Ouais, donc dans un la vrai maison. climat de terreur à ce moment-là qui s'installe. Oui, absolument. Moi, je suis pétrifiée, en fait, Hmm. devant cette personne. Des insultes aussi. Je me fais insulter quotidiennement. Ouais, Et pas que dans l'intimité, entre guillemets, de la maison. Puisque je me souviens une fois faire mes courses avec lui dans un très grand supermarché. On parlait anglais entre nous. ouais, Et il m'insulte devant tout le monde dans le supermarché en hurlant super fort. Dans la ville où j'étais à Taïwan, peu de personnes parlent anglais, surtout les personnes au-delà de 30 ans, on va dire. Donc, ouais. je me souviens de ce couple de personnes âgées qui est juste à côté de nous. À mon avis, ils n'ont rien compris à ce qu'on disait en anglais, mais ils ont compris le ton Oui, qu'il y je avait. pense que peu importe la langue que tu utilises, à un moment donné, il y a comment dirais-je, les signes physiques, l'attitude de la personne qui montre bien qu'il n'est pas en train de te dire, bah, je t'aime, ma chérie, quoi. Exactement. Et je me souviens de leur regard, mais Hmm. complètement effaré, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'avais super honte. C'est lui qui devrait avoir honte à ce moment-là, Complètement. mais c'est moi qui avais extrêmement honte. J'avais envie de me cacher dans un petit trou de souris. Euh, et le fait que j'étais à l'étranger aussi, ça a rendu les choses plus compliquées. Bah ouais. Euh, Je te coupe juste, mais cette honte, de toute façon, elle vient parce qu'il a essayé de t'humilier à ce moment-là devant tout le monde. oui, C'était sa volonté, en fait. absolument. Toi, c'est sûr que cette honte, elle t'appartient pas, mais c'était vraiment ce qu'il voulait que tu aies, en fait, hein, te sentir toute petite, ridiculisée. Et c'est ce qui est assez perturbant, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on connaît toujours, tu sais, le côté où il y a deux facettes. Celles qu'ils ont en public et celles qu'ils ont dans l'intimité, où justement c'est plutôt dans l'intimité qu'ils vont humilier, violenter, etc. Toi, vraiment, c'est partout. Oui, alors c'est encore plus dans l'intimité, hein, bien Oui, évidemment. mais il se cache pas non plus en fait. Il n'y a pas ce Exactement. côté où justement il va garder bonne figure devant les autres, surtout dans un supermarché où il y a du monde, etc. quoi. Il se cache pas. Il assume pleinement ce côté de qu'il est violent en fait et agressif. Ouais, totalement. Et justement, en lien avec ça, donc, comme j'habitais avec lui dans un tout petit appartement, où il y avait que des petits studios pour couple ou une personne Ouais, seule. Et c'était le même propriétaire qui possédait tous les appartements de ce petit immeuble. Et comme il hurlait dessus déjà très fort dans l'appartement, donc ça s'entendait par les voisins, mais des fois il hurlait dans la cage d'escalier. Donc là, ça ouais, s'entendait encore plus. Et il y avait ma voisine de palier qui entendait très souvent, en fait, finalement, les cris, ouais, les insultes. Et du coup, plusieurs fois, elle m'avait envoyé des messages en me disant est-ce que tout va bien? ouais. Et aussi, elle avait prévenu le propriétaire Ok. de là, je crois qu'il se passe quelque chose. Le seul problème, c'est que le propriétaire refusait catégoriquement de m'adresser la parole. Alors que je parlais couramment chinois, hein, donc je pouvais parler en chinois avec le Ouais. propriétaire, il n'y avait aucun souci avec ça. Mais le propriétaire, en fait, refusait de parler aux étrangers, aux étrangères. Voilà. Ok. Donc, il ne s'adressait qu'à mon ex-copain. Et du coup, bah forcément, mon ex-copain n'allait pas lui dire oui, oui, il y a des Ouais, violences. c'était complètement biaisé. Et non, t'inquiète, il se passe rien quoi. Absolument. Et donc, c'était très compliqué pour moi parce que Mais c'est carrément de la mise en danger parce qu'en fait, il y a une voisine qui alerte sur le fait qu'il y a potentiellement, alors peut-être qu'elle met pas le terme violence, mais qu'en tout cas, il se passe quelque chose. C'est de oui, sa responsabilité de s'assurer aussi que tout se passe bien, en fait. oui, mais là, du coup, j'ai absolument pas été C'est soutenue fou.
protéger. Parce que cette voisine a eu les bons réflexes Ouais, de donner l'alerte. on entend Euh, tellement souvent que justement les voisins restent muets, qu'ils font rien, silencieux, etc. Alors que là, pour le coup, cette voisine, elle a agi en conséquence. oui, mais le propriétaire, voilà, comme il refusait de Ouais. parler aux étrangères, et ben du coup, j'ai pas pu être secourue à cet endroit-là. Pareil aussi, quand j'allais chez le médecin, j'allais très Mhm. souvent voir un acupuncteur. Je pouvais parler en chinois avec lui, aucun souci. Mais mon ex-copain m'accompagnait systématiquement, y compris dans la salle de consultation, Ouais. pas juste dans la salle d'attente, en me disant non mais je suis là pour parler chinois si te manquent les termes pour parler avec le médecin. En vérité, j'étais totalement capable de parler Ouais. toute seule avec le médecin, mais c'était une manière d'être présent partout et du coup je Mais pouvais c'est pas ça, ouais. prévenir le médecin de là il se passe quelque C'est chose, il y a des encore une fois un violences. moyen de te contrôler, de te silencier, de te faire taire complètement. Oui, absolument. Est-ce que tes amis, enfin tes amis quand tu étais là-bas justement, elles se sont rendues compte de quelque chose, de ton comportement qui peut-être changé au fur et à mesure du temps, en voyant Alors, peut-être que justement t'étais très bien avant d'emménager avec lui et qu'au moment d'emménager, t'as complètement changé et cette relation elle était plus du tout idéalisée. alors en fait, déjà quand je suis arrivée à Taïwan, j'avais pas d'amis à proprement Oui, parler oui, quand je dis amis, c'est les sur personnes place, hein. voilà qui te connaissaient. Parce que en fait c'était des années d'études où on était un groupe d'amis à la fac et puis qui est parti en Chine, qui est parti à Taïwan, Ok, qui est parti en Corée, etc. Donc je suis arrivée à Taïwan toute seule, on va ouais, dire. J'ai commencé à me faire des amis sur place et très rapidement il a fait en sorte de faire le vide autour de moi. ça m'étonne pas, ouais. Du coup, au bout d'un moment, je n'avais plus d'amis à qui me confier, Bah oui, euh, puisqu'il voilà, il s'était arrangé pour faire le vide autour de moi. C'était assez simple, je venais d'arriver, j'avais pas encore beaucoup d'amis, ma famille était à l'autre bout du monde. oui, c'était vraiment hyper facile de te mettre dans un petit huis clos finalement, quoi. Et exactement, mes seuls, je dirais, repères que j'avais à ce moment-là, c'était ses parents. Hmm. Je connaissais ses parents, je m'entendais super bien avec eux, ils étaient vraiment adorables avec moi. Ils étaient, vraiment, ils prenaient soin de moi comme si j'étais leur fille. Ouais, Moi, voilà, j'étais vraiment très proche de ses parents. Et du coup, un jour, j'ai osé dire à sa mère, ça faisait déjà plus de 6 mois hein, que je subissais ouais, des ouais, ouais. violences, mais un jour, j'ai osé dire à sa mère ce qui se passait. Alors, en commençant par les petites choses. J'ai pas parlé des violences sexuelles, par exemple, j'ai Oui, parlé des insultes. Voilà, j'ai commencé petit. Déjà, c'est très compliqué d'oser en parler. En plus, d'oser en complètement. parler à la mère de l'agresseur. En plus, en chinois, même si je parlais couramment chinois, c'est pas ma langue maternelle, donc parler de ce genre de choses dans une langue étrangère, c'est quand même pas évident. Complètement, ça rajoute de la difficulté déjà où il y en a beaucoup, quoi. Exactement. Et je me souviens vraiment du visage de sa mère quand j'en ai parlé. Au début, horrifiée, Hmm. vraiment son visage qui se décompose, de mais c'est quoi ça? Et puis d'un seul coup, son visage qui switch, comme si elle se reprenait en mode non, non, c'est pas possible. Merde. Et du coup, et puis là, cette phrase où elle me dit mais toi, il me semble que tu as déjà eu des petits copains en France par le passé. Je dis oui, j'ai déjà eu des petits copains. Et elle me dit bah lui, c'est sa première fois, tu es sa première petite copine. C'était effectivement le cas, j'étais sa première petite copine. Et, euh, et du coup, il sait pas encore comment faire, il apprend, il s'adapte. On souffle. Mais Une ce bonne n'est... minimisation des violences encore, du coup, pour le coup. Voilà, et je suis restée mais bouche bée devant cette réponse de non, c'est pas possible. On n'apprend pas en étant violent en fait. C'est Pas pas du comme tout, ça. non. Il serait maladroit dans des petits touchés, des petits gestes, voilà, mais sans connotation ou quoi que ce soit. Je veux bien, ok, t'apprends, mais là, non, quand t'es violent, physiquement, verbalement, sexuellement, c'est pas, oh, il prend ses marques en fait, hein. Non, c'est pas possible. Et donc, j'ai été sous le choc de cette réponse. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah ok, là, j'ai plus d'aide possible finalement. Ouais. T'étais en contact avec des gens de ta famille ou il essayait aussi de te couper un peu justement du lien que t'avais avec eux? Enfin, quand je dis ta famille, c'est aussi à la fois, enfin, tout ton entourage finalement, tes amis qui étaient en France. Alors, mes amis, qui étaient du coup, bah, eux aussi à l'étranger,
en Chine, en Corée, Ok, etc. Il essayait au sens où, quand je prenais du temps au téléphone avec, il me le reprochait. ok. Donc, ça se faisait que les appels devenaient de plus en plus courts ou que je me cachais Bah ouais, pour pouvoir discuter avec mes amis. Et puis, avec ma famille, ça, non, il n'a pas, je dirais, essayé de ok. m'isoler à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça a été finalement ma porte de sortie. Puisque, alors, ça faisait déjà un long moment hein, que je, Oui, bah je oui, subissais j'imagine, ouais. des violences à Taïwan. Mais un jour, j'étais au téléphone avec ma mère. Et ma mère ne parle absolument pas anglais. Vraiment pas. Et elle entend mon ex arriver derrière moi et m'hurler dessus. Mais Ok, m'hurler dessus, entre guillemets, alors, je mets des gros guillemets, hein, ouais, c'est-à-dire gentiment par rapport à ce qui pouvait se faire en dehors. ok. C'était vraiment le premier stade de violence, hein, voilà, tout entre guillemets, je mets des très gros guillemets, hein, parce que Oui, c'était c'était déjà de moindre la que ce que violence. tu subissais quotidiennement, on va dire, à C'est ce ça, moment-là. exactement, Ouais. merci. Et du coup, ma mère ne parlant pas anglais, elle ne comprend pas ce qu'il dit, mais pareil, elle comprend l'intonation. Bah ouais. Et elle me dit, mais il te parle comment là? C'est bizarre ça. Il parle souvent comme ça, parce que c'est pas normal. Et là, je lui réponds, non, mais là, il est gentil. Ouais. Bah, ça, Tellement ouais. j'étais habituée à beaucoup plus. Ça veut tout dire, oui. Exactement. Et du coup, là, ma mère a commencé à comprendre il se passait quelque chose. Alors, elle n'avait pas du tout idée de l'ampleur. Elle a su l'ampleur des violences bien après, Ouais. quand j'étais de retour en France, mais à ce moment-là, elle n'avait pas du tout idée de l'ampleur. Mais ça met une petite alarme, on va dire, Oui. dans sa Et tête. puis toi aussi de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, ça peut aussi t'aider à conscientiser peut-être un petit peu plus aussi Oui, et te dire ouh là là. oui, totalement. Ça aide, même si ma réponse montre à quel point je m'étais habituée Bah finalement à c'est la pour ça, ouais. violence. Mais effectivement, ça tire une sonnette d'alarme, à la fois déjà chez elle, et puis chez moi, de me dire, ok, il y a quelqu'un qui commence à voir. Parce que pour elle, ça reste quelque chose de très violent, mais alors que pour toi, c'est oh bah non, mais il est là, il est gentil en fait. Il y a vraiment une Absolument. dissonance entre les deux. Qui est révélatrice de l'ampleur de la violence Ouais, finalement, complètement. et du contrôle. Et du coup, à partir de ce moment-là, ma mère va porter attention à ça, se rendre compte que mon état de santé se dégrade, Hmm. que j'ai du mal à aller en cours, etc. Et au bout d'un moment, elle va dire à mon père, tu prends un billet d'avion et tu vas la chercher. Ok. Et du coup, mon père a pris un billet d'avion, on a pris entre guillemets des petites vacances ensemble à Taïwan, mon père et moi, pour que je puisse profiter de l'île en Ouais. étant extraite finalement de Faire autre l'emprise. chose et faire ça librement en plus. C'est ça. Et puis ensuite, on a fait mes bagages et on est rentré en France. Ok. Comment tu t'es sentie à ton retour? Une part soulagée parce que bah voilà, l'agresseur était plus là. Ouais. T'étais Hum, enfin en sécurité. Exactement. Et en même temps, en fait, il y a eu, euh, j'ai mis sous le tapis tout ce qui s'était passé, Ouais. comme si d'un coup tout disparaissait. Et j'ai vécu pendant un an. Donc en rentrant en France, j'ai commencé un master, j'ai repris mes études normalement, mes amis qui eux aussi étaient rentrés Ouais. de Chine, de Corée, etc. Comme si rien ne s'était passé. Vraiment, j'ai mis ça sous le tapis et même pour une partie des violences, c'est-à-dire les violences sexuelles, je Ouais. les ai complètement oubliées. J'ai fait une sorte d'amnésie. Ouais, complètement, ouais. Je me souvenais des insultes, je me souvenais du climat de peur, je me souvenais des crises de colère, mais tout l'aspect sexuel, complètement oublié. Vraiment, ça n'existait plus. Et pendant un an, j'étais focus sur mon travail, c'est-à-dire que je travaillais à l'université, j'étais à la fois élève et en même temps prof. Ok. Je travaillais jusqu'à peut-être 1 ou 2 heures du matin, je me réveillais à 6 heures du matin pour réenchaîner sur une journée. Enfin, en fait, je Tu t'es vraiment suroccupais, noyée dans le travail. c'est Comme ça, ça, au moins, tu pensais pas. je suroccupais mon esprit Ouais. euh, avec tout ça. Et puis, au bout d'un an, une fois que j'ai terminé en fait, cette première année de Master 1, j'enchaîne avec un Master 2, et puis là, je m'effondre. Vraiment le corps qui lâche, les souvenirs aussi qui Qui remontent. reviennent, ouais.
par rapport aux violences sexuelles. Voilà, donc une levée d'amnésie traumatique, mais de choses qui ont lieu à l'âge adulte et pas en tant qu'enfant. Ouais. Et là, vraiment, le corps qui lâche, quoi, le corps qui s'effondre totalement. Comment ça s'est manifesté après ça? Alors, il y a eu une immense dépression. J'étais Ouais. plus capable de sortir de chez moi, de sortir de mon lit, plus envie de rien. Euh, les troubles anxieux, qui étaient du coup déjà là, hein, Ouais. mais qui prennent des proportions pas possibles. J'avais aussi des troubles du sommeil très très importants qui ont duré au moins 6 ans. Puisqu'en fait, du coup, lorsque j'étais à Taïwan, les pires violences, entre gros guillemets, hein, Oui, oui, je parce comprends que ce que tu veux dire. c'était violent tout le temps, mais les pires avaient lieu la nuit. Et du coup, l'astuce que j'avais trouvée, c'était de ne plus aller dormir. Ok. Pour déjà ne pas être dans le lit avec lui, Bah premièrement. oui. Et ensuite, pour du coup être en état de vigilance. Ouais, Et c'était de l'hyper, hyper vigilance. exactement. Tu Donc, t'empêchais comment? J'ai pas le terme exact que j'aimerais avoir. oui, mais ouais, c'était, Tu fallait t'empêchais garder le d'être... contrôle. ouais, c'est ça. Tu t'empêchais de relâcher un tout petit peu le contrôle. Exactement. J'avais Et un autre là, terme en tête, mais si jamais il me revient, je le remettrai. et là, vraiment, en toute honnêteté, je ne sais pas comment mon corps a Hmm, tenu. Le corps humain, parfois, il est capable de tenir dans des circonstances absolument complètement. extrêmes. C'est-à-dire qu'en fait, les 6 derniers mois où j'étais à Taïwan jusqu'à ce que mon père arrive, je n'ai pas dormi, je n'ai pas fait une seule nuit complète. Le max que j'ai fait, c'est 2, 3 heures assis sur un fauteuil. Hmm. Et j'ai tenu 6 mois comme ça. Je ne C'est sais vraiment même. cet état d'hyper, hyper vigilance. Et justement, c'était lutter pour ta survie, en fait. Il n'y avait C'était pas ça. d'autre choix que de passer par cette case de quasiment pas de sommeil pendant autant de temps. C'est ça. Et je ne sais pas vraiment comment mon corps a tenu. J'avais en fait, comme du coup, j'étais jamais en position horizontale, enfin, j'étais jamais Bah ouais, allongée, j'étais soit assise, soit debout. J'avais les pieds qui ont commencé à gonfler, mais ouais, vraiment à tripler de volume. Et c'est pour ça que j'allais aussi souvent chez l'acupuncteur, parce qu'en fait, lui, avec ses aiguilles, il me faisait, entre guillemets, dégonfler ouais, pour que la circulation se refasse. Mais j'allais 2 fois par semaine chez l'acupuncteur. ouais, ouais. Et pour faire dégonfler ça. Et d'ailleurs, c'est là où justement j'aurais pu dire parce que l'acupuncteur disait, mais c'est pas possible, comment ça se fait que Oui, vos pieds ils enflent comme ça. Euh, J'aurais pu dire, ben c'est parce que je subis des violences et que du coup je dors pas, etc. Mais comme il était tout le temps là, même avec du bah coup oui, le c'était médecin, impossible de... c'était impossible. Et d'ailleurs, petite anecdote, là où j'étais, à Taïwan, dans le sud de l'île, il y a aussi un dialecte, le taïwanais, qui est très Ouais, très parlé, très courant. Et donc parfois, mon ex parlait en taïwanais avec le ok. médecin pour me dénigrer. En disant, mais oui, c'est juste, vous savez, les étrangers, ils font des trucs bizarres, et du coup, leur corps, ils ont des manifestations bizarres, Hmm. etc., machin. En pensant que je ne comprenais pas le taïwanais. Ouais, j'allais te poser la question, du coup, tu comprenais, toi... Sauf qu'au bout, en fait, j'ai une assez grande facilité en langue étrangère, et au bout de plusieurs mois sur l'île, je comprenais le taïwanais. Ouais, Je ne le parlais pas forcément, mais je pouvais le comprendre. oui, ok. Et du coup, je comprenais ce qu'il disait. Et ouais, c'était pas des insultes telles quelles, mais c'était vraiment humiliant, en fait, ce qu'il disait à mon sujet au médecin. Et du coup, j'étais encore plus après muselée, incapable de parler. Bah ouais, c'est clair. Donc voilà. Et du coup, quand je suis rentrée en France, j'avais de gros troubles de sommeil, puisqu'en fait, mon rythme veille-sommeil était complètement perturbé. J'arrivais plus à Bah ouais, dormir. Finalement, le corps s'était habitué à être dans cet état d'hypervigilance. Et le seul moment où j'arrivais à dormir, c'était en fait quand le soleil se levait. ok. La levée du soleil était devenue synonyme pour moi de OK, la grosse phase de danger est passée, donc je peux me Ouais, c'est ça, relâcher un ouais. petit peu. La nuit est passée, le danger est passé. Et du coup, pendant plusieurs années, après mon retour en France, je n'arrivais à dormir qu'à 6, 7 heures du matin. Hmm. Donc en fait, je dormais la journée et je vivais la nuit. Et il m'a Ouais, t'avais fallu, vraiment un rythme complètement décalé. absolument, et il m'a fallu pratiquement 6 ans pour recaler mon rythme de sommeil petit à Ouais, petit et pour réussir à me dire, ok, il fait nuit, mais c'est pas pour autant qu'il bah oui. y a un Ouais, danger. c'était vraiment retrouver une sécurité avec la nuit, en fait. Absolument. Et aujourd'hui, j'arrive à dormir la nuit, sans souci, mais avec une lumière. Ouais,
Ça te rassure d'avoir... Voilà, j'ai une petite veilleuse, tu sais, comme les enfants, finalement. Mais Mais j'ai c'est une, très bien si ça te rassure. voilà, mais j'ai une petite veilleuse à côté de mon lit. J'ai besoin que les volets soient ouverts pour qu'il y ait un peu de lumière avec la Ouais, lune, etc. Voilà, pour apaiser mon système et qu'il puisse dire, ok, tu peux te ouais, ça te relâcher, tu peux dormir. sécurise et comme ça, au moins, tu peux dormir tranquillement, ou plus tranquillement en tout cas. Totalement. Mais c'est fou parce ouais, il t'a fallu 6 mois, enfin, t'as fait 6 mois sans dormir et t'as passé 6 ans à Oui, essayer de retrouver un sommeil normal, entre guillemets, quoi. oui, absolument. J'avais pas fait ce lien de 6-6, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que plein de personnes victimes et survivantes de violences sexuelles le disent, et moi-même, parfois il suffit d'un viol, une seule fois, un jour, Mais là complètement. pour le cas, moi il y en a eu plusieurs et sur plusieurs années, mais même juste une fois, un seul jour, et on prend à perpétuité. Et C'est c'est ce vraiment ça. que c'est ce qu'on souligne beaucoup, je crois, sur le podcast, c'est que des fois on se dit que c'est un événement qui dure 2-3 minutes parfois et qui pourtant aura des conséquences sur enfin, tout le restant de notre vie en fait. Exactement. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est absolument terrible. Après, du coup, si tu veux qu'on continue sur le sujet des conséquences, du coup, dans le quotidien, moi, il y a eu aussi l'anorexie. Ouais, Alors ça, elle avait déjà commencé avant les violences conjugales. Elle avait commencé quand j'avais 16 ans. Euh, C'est-à-dire que du jour au lendemain, enfin, je n'arrivais plus à manger. ouais, Euh, J'étais incapable de faire rentrer un aliment dans mon corps. Ça me dégoûtait profondément. En fait, je voulais que plus rien rentre à l'intérieur de moi, ouais. tout simplement. Le lien, il était aussi simple et évident que ça. Euh, Et en l'espace de quelques semaines, j'ai perdu énormément de poids. Et puis, au Hmm, bout d'un moment, je faisais plus que 38 kilos. ouais, Donc, j'étais vraiment très, très maigre. Et ça, c'est ma vision personnelle, hein, qui n'engage que moi. Mais je ne crois pas que l'anorexie soit quelque chose dont on puisse guérir réellement. ouais. On est en rémission, tout au plus. Moi, aujourd'hui, je me considère en rémission, c'est-à-dire que je peux Ok. à nouveau remanger normalement, j'ai un poids correct qui ne met pas mon corps en danger, etc. Mais c'est une vulnérabilité. Ouais, Et dans des moments difficiles, notamment bah, quand je vais resubir des violences par la suite, eh ben, l'anorexie va émerger à nouveau. ouais. C'est comme si t'étais un peu sur un fil en permanence. C'est ça. Alors aujourd'hui, j'ai appris à mieux repérer si une Ouais, crise émerge, mieux pouvoir la gérer pour qu'elle ne s'installe pas dans le temps. Mais bah, quand je suis rentrée de Taïwan, ou ensuite après, quand j'ai été violée par le thérapeute, bah pareil, voilà, là, l'anorexie, elle va ressurgir ouais. de manière très très forte. Ce thérapeute, t'es allé le voir dans le cadre justement des conséquences que t'avais après, à la fois ce que t'as subi dans l'enfance, plus les violences conjugales, psychologiques, sexuelles, physiques. Oui, alors c'est un thérapeute que j'ai commencé à consulter quand j'avais 16 ans. Ok. Donc il n'y avait pas encore eu les violences conjugales à Ouais, ce donc, moment-là, ouais, ouais. mais il y avait eu les premières violences dans l'enfance et il était au courant totalement. Ok. Je l'ai consulté pendant 1 ou 2 ans, pendant mon adolescence. C'était aussi un grand ami de la famille. Donc il y a déjà un Oui, truc qui était un effectivement, peu biaisé, entre guillemets, dans cette relation. oui, effectivement, il y a un mélange Ouais. de ami de la famille et puis Il n'y a pas une posture vraiment thérapie. neutre finalement qui s'installe entre vous. C'est à la fois ton thérapeute et toi sa patiente, mais il y a autre chose à côté. Exactement. Et puis ensuite, moi, je vais partir vivre à Taïwan, puis ensuite, je vais partir vivre à Paris. Donc, je Ouais. vais plus le consulter en tant que thérapeute, mais il est au courant de ce qui se passe Oui. dans ma vie parce que voilà, c'est un ami de la famille, donc il va être au courant des violences vécues à Taïwan, etc. Et puis un jour, je vais devoir retourner vivre momentanément chez mes parents. Du coup, ma psy ne consulte pas en visio. Ouais. Du coup, je me retrouve sans thérapeute. Je me dis, bah, Oui. je vais aller reconsulter avec lui puisque il me Bah oui, puis il y a connaît, ce il lien de connaît tout mon confiance vécu, toute aussi mon forcément histoire. entre vous, puisque ami de la famille, etc. Il te connaît. Absolument. Et puis c'est lourd aussi de Ouais. répéter à chaque fois toute l'histoire à quelqu'un qu'on connaît pas, etc. Donc voilà, il y a un côté beaucoup plus simple, je le connais, j'ai confiance, pas de souci. Et en fait, ben, pendant une séance, du coup, bah, clairement Ouais. la dernière séance que j'ai faite avec lui, il m'a violée.
Voilà. Et il m'a fallu déjà beaucoup de temps hein, pour Bah oui, m'y j'imagine. poser le mot. Parce que le jour même, j'étais totalement Complètement, ouais. sidérée, totalement dissociée. Les jours suivants aussi, il va me falloir plusieurs semaines, même quelques mois, pour vraiment pouvoir comprendre finalement ce qui s'est passé. Et après, je vais porter plainte au bout de 6 mois. Mais c'est ça qui est terrible, justement, c'est que cette confiance qui s'est instaurée, il s'en est servi pour arriver à ses fins, entre guillemets, quoi. C'était clairement de la Oui, domination. il y avait de la confiance parce que Bah déjà ouais, c'était mon thérapeute et que normalement on est complètement. censé être en Il y a confiance ouais, avec vraiment, la c'est personne cette avec qui double on a confiance à la intimé. fois du thérapeute et de la posture Et en d'ami, de la plus, famille, enfin voilà, qui te permet d'avoir des conseils par rapport. Double trahison, double exactement, peine. il y a double confiance. Euh, Puisque voilà, la confiance du thérapeute et la Complètement. confiance en tant qu'ami. Euh, Et du coup, tu vas porter et plainte. donc voilà, double trahison. Oui, j'ai porté plainte 6 mois après. Là, pareil, on parlait voilà, de l'anorexie. Le lendemain du dépôt de plainte, Ouais, incapable de manger. Incapable de manger. Euh, je vais passer 3 semaines sans ouais. pratiquement rien avaler. Et je vais perdre 8 kilos en l'espace de trois Ouais, semaines. donc beaucoup déjà. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, ça fait 4 ans. Et ça fait 4 ans que le Ok. procès est toujours en cours. Et t'as eu une confrontation avec lui Ouais. Oui, j'ai eu une confrontation J'imagine, d'une oui. violence inouïe. Si tu veux pas en parler, on n'en Enfin, parle pas, voilà, il n'y a, y a pas de souci. Euh, je pense que c'est important de parler d'une chose, je pense, pour les personnes Ouais. qui nous écoutent et qui ont déjà porté plainte ou souhaitent porter plainte et du coup qui seraient amenées à vivre une confrontation. Parce que avant de le vivre, je me doutais bien que ça allait être violent, mais Ouais, je ne savais j'imagine. pas à quel point. Et du coup, j'aurais aimé, entre guillemets, avoir une petite préparation de quelqu'un qui l'a vécu. Donc, voilà, je pense aux personnes qui vont nous écouter. Euh, La confrontation s'est passée, en tout cas pour moi, dans le bureau d'une policière, donc Ouais. tout petit espace. Et en fait, donc il y avait 4 chaises pour mon avocate et moi-même, lui et son avocat. Et en fait, j'étais donc assise sur une des chaises, mon Mhm. avocate derrière moi, lui à côté de moi et son avocat derrière lui. Bah C'est-à-dire qu'il y ouais. avait une grande proximité physique entre lui et moi. Et ça, c'est juste pas possible en fait. Et j'ai un jour une psychologue qui travaille en lien avec les Ouais. associations d'aide aux victimes qui m'a dit que normalement il aurait dû y avoir moi, Oui, à côté c'est. de mon avocate, à côté de son avocat, Je voulais pas dire et de enfin lui, conneries, mais il me pour qu'il y semble ait bien, une oui, que c'est ça distance. normalement qui se passe. C'est que vous êtes séparés, il y a un vrai espace qui est mis en place, justement. Exactement. Et ça n'a pas été le cas pour moi. Et si j'avais eu cette vision-là de, en fait, Ouais. les chaises auraient dû être alignées, et puis quelqu'un, au moins une personne entre nous, mais voire deux avec les deux avocats, peut-être que j'aurais osé le demander. Bah oui. Mais là, ne le sachant pas, je me suis dit, bah, c'est sans doute normal. Donc voilà, je le dis pour les personnes qui nous écoutent, si vous vous retrouvez dans ce type de configuration, osez demander à ce que la disposition des chaises soit changée parce que vous y avez le droit. Et c'est pas normal de passer 3 heures à Bah non. quelques centimètres de l'agresseur, à être totalement pétrifié de peur, de terreur. Donc voilà, osez le demander, ne serait-ce avocate, qui peut-être pourra ensuite le demander aux instances policières pour vous, mais c'était pas normal de se retrouver Et dans c'est cette quand même disposition-là. fou que ceux qui ont été là à la confrontation n'y aient pas pensé non plus, quoi, puisque je pense que c'est une règle, c'est un cadre qui est posé dès le départ, j'imagine, à la base, bien évidemment, mais qui n'est vraiment pas respecté, en fait, comme le fait de ne pas prendre les plaintes, de choses comme ça, quoi. C'est... Oui, là, l'excuse, c'était bah, le bureau est trop Mais petit. je pense qu'il y a d'autres façons de... Ou alors tu changes de bureau, en fait, à un moment donné, quand tu sais qu'il y a une confrontation, c'est C'est soit ça. tu dis, bon, ok, on essaie de faire une disposition qui puisse convenir à ce qui est demandé à la base, soit carrément on va ailleurs et on fait les choses comme elles doivent être faites, en fait. Exactement. Comment tu vas aujourd'hui, toi, Sophie Morgan? Euh, Beaucoup mieux qu'il y a 4 ans ou même des années en arrière, vraiment. Et je pense que c'est important de le dire, ne Ouais. serait-ce que pour moi-même, de célébrer le chemin parcouru.
Mais il y a encore de très Ouais, grosses difficultés au quotidien. Comme on disait, l'anorexie, où aujourd'hui je me considère en rémission, mais il y a toujours ce oui, fil, je comprends, ouais. voilà, un petit peu comme un funambule où il faut être attentive, faire attention, parce que ça pourrait ressurgir C'est beaucoup assez t'écouter facilement. aussi, du coup, pour Mais voir aussi, comme tu disais tout à l'heure, les signaux un petit peu avant-coureurs, voir aussi tes réactions émotionnelles, des choses comme ça, voir comment tu te sens pour justement anticiper éventuellement une rechute. totalement. Il y a également Ouais, les troubles anxieux qui sont toujours présents, qui peuvent se manifester vraiment de plein de manières, avec parfois des crises d'angoisse ou des ouais. toutes petites choses qui vont d'un coup devenir très compliquées. Moi, de grosses difficultés Hmm. avec le contact physique. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'une main posée sur l'épaule, faire la bise, Ouais, faire un je câlin. comprends. Je suis incapable de faire ne serait-ce qu'un câlin aux membres de ma famille ou à des amis très proches. Quand je retrouve mes amis, Ouais, je leur fais pas la bise, je leur fais pas de câlin. Elles le savent et personne oui, ne va me faire de remarques à ce moment-là, et bien heureusement. Mais voilà, le contact physique, même très simple, hein, aujourd'hui, ouais. il est très compliqué pour moi, voire dans la plupart des cas impossible. Euh, les lieux de foule, c'est des Hmm. grands moments d'angoisse pour moi. Euh, donc voilà, ces troubles anxieux qui vont s'immiscer à énormément d'endroits. Par moments, il y a des grandes Ouais, difficultés à sortir de chez moi. Besoin de beaucoup de temps chez moi, dans ma bulle, pour justement me sentir en complètement. sécurité. Parce que ce sentiment de sécurité, je le travaille en thérapie pour justement que Ouais, ça redevienne une base dans mon quotidien. Mais ce n'est pas encore acquis. En toute honnêteté, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. J'ai aussi des TOC qui sont très présents, très envahissants au quotidien. Ça a aussi eu des conséquences sur ma santé. J'ai de nombreux troubles ouais. gynécologiques, endométriose, adénomiose, SOPK. Alors bien sûr, j'ai pas de preuve absolue que c'est les violences qui ont directement déclenché, C'est mais ce on que sait dans j'allais les dire. C'est recherches important que d'en parler parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on met de plus en plus en lumière et de plus en plus en relation, en fait. Et c'est pas anodin il y a un lien. de développer des choses comme ça quand on a vécu des violences sexuelles. Voilà, donc après toutes les conséquences de ces maladies dans le quotidien, des des douleurs qui sont invalidantes, Ouais, de la fatigue chronique, voilà. Ensuite, il y a aussi tout ce qui va être ouais, dissociation, figement. Bien sûr, il y a de la dissociation sur le moment même, ouais, quand la violence arrive, bien sûr, mais ouais. elle s'installe après, dans le temps. Je sais que après donc le viol commis par le thérapeute, j'ai vécu, je dirais, 2 ans en Ouais. état complet de dissociation. Je ne suis pas sortie de dissociation pendant 2 ans. Aujourd'hui, euh, cela m'arrive par épisode, d'un coup, d'avoir un épisode de dissociation qui revient, notamment par exemple si je reçois Oui, une lettre du tribunal. Bon, voilà, dans ce genre de cas, ça arrive très fréquemment. Ou d'avoir une angoisse qui me submerge et me retrouver figée dans ouais. mon lit pendant une journée entière. Voilà, c'est pas Non, que au moment ça des peut faits, perdurer, ouais. ça se poursuit. Après, voilà, ça se poursuit dans le temps. La difficulté Ouais. à faire confiance à l'autre. Alors bon, clairement, pour ce qui est des médecins, aujourd'hui, je suis incapable d'aller Hmm. voir un thérapeute ou un médecin homme. De me retrouver seule dans une pièce avec un homme, c'est Bah juste oui. plus possible. Ce qui peut être très compliqué parce que dans certaines spécialités de médecine, malheureusement, on Ouais. manque de médecins femmes. Et du coup, il n'y a pas le choix que d'aller voir un homme parce que, en fait, juste, je trouve pas de médecin femme. Donc, là, il faut que je me fasse accompagner par une Ouais, personne t'es obligé de ou dans ma prendre sur famille. toi et de te Parce que forcer finalement parce que t'as pas d'autre choix. absolument. Bah ouais, Donc, ça rajoute complètement, des ouais. complexités. Après, il y a eu aussi toutes les conséquences sur les études, la vie professionnelle de manière générale. Du coup, moi, j'étais en études quand le viol commis par le thérapeute a eu lieu. Ça a complètement stoppé Ouais. net mes études. Et j'ai passé pratiquement 4 ans
sans pouvoir reprendre mes études ou même un travail ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai repris depuis Bah, très félicitations. peu de temps. Merci beaucoup. Mais la plupart des choses, j'essaye de faire un Ouais. maximum en visio. Comme ça, je peux être chez moi, dans mon cocon. Euh, voilà, ça reste encore très compliqué, Ouais. mais Et petit puis pas c'est bien après si petit aussi tu as pas. cette possibilité de faire Euh, ça en visio et de pouvoir être chez toi, de sécuriser, de se sentir bien, reprendre dans les oui, ça conditions c'est optimales, vrai. entre guillemets, pour toi en fait. C'est ça, alors ça c'est un peu l'avantage du Ouais. Covid, c'est que la visio, c'est énormément Faut bien trouver démocratisé. Et un point aujourd'hui, positif. un point positif, absolument. Et aujourd'hui, il y a Ouais. énormément de choses qui peuvent se faire en visio. Donc là-dessus, c'est Ouais. assez bien pour moi. Ça me permet de pouvoir reprendre une vie professionnelle, mais Ouais. vraiment à mon rythme. Et voilà, petit pas après petit pas. euh, et c'est une Bah grande ouais. victoire pour moi de me dire non, je peux en fait reprendre le pouvoir sur des Mm. espaces de ma vie, pan après pan. Et c'est aussi pour ça que j'écris. Je pense qu'aujourd'hui, l'écriture est ce qui me Ouais. fait le plus de bien. Avec du coup la sortie de mon premier recueil, Nos corps souverains, qui est vraiment un cri lancé de mon corps est souverain, enfin, le mien, et je m'adresse aux nos corps souverains, je m'adresse à toutes les personnes qui ont vécu Ouais. la même chose que moi, de non, on peut en fait reprendre le pouvoir sur notre corps et dire c'est Mm. mon corps, il est à moi, il m'appartient, il est souverain. Et, euh, et en même temps, je le dis parce que c'est important, c'est pas parce que j'ai écrit ce livre qu'aujourd'hui je vais Oui. bien et que c'est une évidence et que tout est facile. Non, aujourd'hui encore, j'ai du mal à mon lien avec mon corps. Aujourd'hui encore, c'est compliqué Ouais. de me regarder dans le miroir, de me sentir en lien avec lui. Et en même temps, bah, j'écris. C'est mon corps, c'est à moi, il m'appartient. Et je l'écris autant pour moi que pour les autres. Je l'écris pour les autres parce que ça me Ouais. fait du bien de l'entendre. Et en même temps, je l'écris pour moi parce que, ben, fake it Oui. until you make it. Et puis c'est un C'est ça. rapport, j'imagine, qui est C'est... très changeant et en fonction de comment tu te sens aussi. Il y a des moments qui seront plus faciles où tu pourras te regarder peut-être un petit peu mieux que la veille et d'autres où bah voilà parce que la journée n'aura pas été bien ou quoi que ce soit, bah t'auras un autre regard aussi. Et en fait c'est ça, c'est une fluctuation constante. C'est difficile à dire en permanence en fait. Oui, totalement. C'est pas C'est ça et je linéaire. pense que Enfin, c'est je veux même dire, pour le tout. chemin de guérison, il n'est pas Il y a des linéaire. jours qui seront meilleurs que d'autres. C'est ça, absolument. Absolument. Et accepter que aussi il y a des Mm. jours qui vont être plus compliqués que d'autres et parfois on fait un pas en avant et puis deux pas en arrière, puis après trois pas en avant. Et parfois ça Ouais. peut être un peu frustrant au début et du coup c'est important aussi de le dire que ben voilà, c'est pas linéaire et un jour après l'autre. Mais en tout cas, moi je continue d'écrire. Euh, Il y a 3 livres aujourd'hui qui sont en cours d'écriture. Et c'est ma manière à moi de Ouais. donner du sens à mon vécu, d'en faire quelque chose, puisque bah, finalement il est là et rien ni personne ne pourra enlever ça. Et du coup, moi j'ai personnellement Ouais. besoin d'en faire quelque chose. Je dis pas que c'est la solution Non mais c'est ta solution à parfaite pour toi. tout le monde, mais en tout cas c'est ça. C'est ma solution, c'est celle que j'ai trouvée. D'ailleurs, c'est une phrase que j'ai écrite dans un des livres qui n'est pas encore publié et que aujourd'hui je Ouais. réutilise comme un mantra, vraiment pour me lever le matin, je dirais. C'est des heures les plus sombres de mon histoire, je tisserai des œuvres d'art. Et c'est vraiment Et ça bah que c'est j'ai une envie très de bonne faire. idée, je crois. En tout cas, c'est ma médecine personnelle. Est-ce que tu as un message à faire passer à toutes les personnes qui vont t'écouter, en plus de celui de la confrontation de tout à l'heure? Oui, Ouais. message très important. Euh, j'ai un message à faire passer, je dirais 2 messages. Vas-y, je prends les deux. Euh, pr- Premièrement, merci. Premièrement, aux personnes victimes, survivantes qui voilà, ont vécu des violences similaires à moi, et ben c'est Ouais. vous n'êtes pas seul.
Vous n'êtes pas un monstre honteux, plein de choses gluantes qu'il faut absolument cacher. J'ai passé tellement d'années à croire que il fallait que je taise ce que j'avais vécu, que c'était moi le problème, que j'étais un monstre hideux, qu'il fallait que je cache tout ça. Non. Les monstres, ce sont eux. Ce sont ceux qui agressent. Ce n'est absolument pas vous. Et vous n'êtes pas seul dans ce que vous pouvez vivre et ressentir au quotidien de toutes ces conséquences qui sont finalement normales au vu de ce que vous avez vécu qui est anormal. C'est bien dit. Donc vraiment, merci. Vraiment, vous n'êtes pas seul et du coup, il y a des espaces que vous pouvez trouver, des espaces bienveillants, des associations, des livres que vous pouvez lire, des podcasts que vous pouvez écouter. Merci pour la pub. Celui-ci aujourd'hui. mais vraiment, il existe des espaces bienveillants où vous allez pouvoir trouver des mains tendues, des oreilles attentives, des épaules sur lesquelles vous déposez, vous reposez, des personnes qui vont vous écouter et vous allez pouvoir petit à petit vous reconstruire. Petit bout après petit bout. Et donc, ne pas perdre espoir. Ce serait vraiment ça, mon message. Ne perdez pas. C'est un très beau message, je crois. Merci beaucoup, Sophie Morgan. Vas-y, pardon. Deuxième. Mon deuxième message, c'est pour les personnes, pour les proches. Pour ceux qui n'ont pas vécu, mais qui ont autour des lieux, des personnes qui l'ont vécu, formez-vous. Oh oui. S'il vous plaît. Dis le plus fort. Formez-vous. Formez-vous à qu'est-ce que sont les violences sexuelles. Que ce n'est pas juste l'homme qu'on ne connaît pas au fin fond d'un parking sombre d'une nuit, que généralement ce sont dans les familles, que généralement ce sont des personnes que l'on connaît. Formez-vous aux conséquences. Qu'est-ce que la dissociation? Qu'est-ce que le figement? Qu'est-ce que la sidération? Comment ça se manifeste au quotidien pour que vous puissiez le repérer, pour que vous puissiez mieux accompagner et qu'on arrête d'entendre des phrases du type mais pourquoi t'as pas porté plainte avant? Mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Et pourquoi tu n'as pas hurlé non en te débattant? Complètement. Je ne veux plus entendre ces phrases-là. Et pour que, d'un point de vue de la société, on sorte de la culture du viol. J'ai entendu cette phrase très récemment avec la nouvelle loi qui est passée sur la définition du viol, que socialement on sorte de la culture du viol pour faire la culture du consentement et qu'on puisse réellement aider les victimes. Parce que ce n'est pas... Déjà, les victimes, elles ont vécu quelque chose d'abominable et elles essayent complètement de s'en sortir. Mais si on leur met la tête sous l'eau, ce n'est juste plus possible. Et c'est une affaire de société, en fait. Que l'on regarde en face. C'est quoi le viol? C'est quoi les violences sexuelles? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et comment on aide les victimes? On a une responsabilité, non pas individuelle, mais collective. Et saisissons-nous de cette responsabilité-là. Donc, les victimes, ne perdez pas espoir. Et les autres, formez-vous. J'en profite pour glisser d'ailleurs que j'avais fait un petit guide pour les proches justement sur comment soutenir une victime de violences sexistes et sexuelles. Et justement, dedans, j'explique grossièrement, en fait, pour que ce soit accessible à tout le monde, ce que c'est la dissociation, la sidération et toutes ces choses-là. Je le mettrai en barre d'infos de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup à toi, Sophie Morgan, et à bientôt peut-être pour les prochains livres, les prochains recueils. Merci beaucoup, Romane. Merci pour cette invitation. Et pour avec cet plaisir. Encore un grand merci à toi, Sophie Morgan, pour la confiance que tu m'as accordée tout au long de la préparation et de l'enregistrement de cet épisode. T'es pas toute seule et on te croit. Et si toi aussi tu as envie de venir raconter ton histoire au micro du podcast, tu peux me contacter directement sur le compte Instagram d'Après le Vide ou m'envoyer un mail à l'adresse qu'il y a juste dans la barre d'infos. À bientôt pour le prochain épisode d'Après le Vide.